Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont en mode lessiveuse. C'est une séance importante de baisse avec du volume, des indices en Europe qui perdent entre 3,5% et 4%. On a vu même une baisse de plus de 4% pour le CAC 40 au pire de cette séance. Une baisse qui se poursuit également aux États-Unis où la correction des indices est déjà bien plus avancée. On a une baisse de 10% désormais du pic au creux pour le S&P 500 et une baisse de plus de 15%, de 17% même pour le Nasdaq depuis son point haut de fin novembre. Voilà donc pour la situation de marché avec une certitude, c'est que la volatilité est bien le marqueur de ce début d'année 2022. Le VIX est remonté à plus de 30 sur le marché américain. État des lieux de la situation de marché avec nos invités dans un instant. On discutera de cela avec nos invités de Planète Marché évidemment. Un sujet spécifique aujourd'hui à noter, c'est la chute du titre Orpea qui a même été suspendu de cotation à la demande de la société à la mi-journée après un plongeon de plus de 16%. Avant la publication ces prochains jours d'un livre intitulé Les Fossoyeurs, révélation sur un système qui maltraite nos aînés, livre écrit par le journaliste Victor Castanet. Au-delà des informations qui seront révélées par ce livre, c'est intéressant de noter qu'à l'heure de l'ESG, le risque de réputation est un risque primordial pour les investisseurs, un risque que les investisseurs ne veulent plus prendre. On suivra donc la communication d'Orpea, sans doute attendue à la fin de cette séance aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet effectivement qui prend une dimension nouvelle à l'heure des enjeux extra-financiers et nous parlerons d'ailleurs des enjeux en matière de finances responsables pour cette année 2022 dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, et c'est Vincent Auriac, le président fondateur d'Axilia qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, les infos clés d'une séance compliquée pour démarrer cette semaine sur les marchés, dans une séquence qui est déjà très animée, très intense depuis le début de l'année. Le résumé du jour donc avec Alix Nguyen. Le mouvement vendeur va crescendo à Paris, à New York. Wall Street poursuit son repli. La semaine dernière marque la pire que le Nasdaq ait connue depuis mars 2020, avec une baisse de 7,6%. L'indice est désormais perdant de plus de 14% depuis son record de novembre. L'indice VIX, qui mesure la volatilité sous-jacente du S&P 500, est passé au-dessus des 30 points. Beaucoup de nervosité en cette veille de réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Réunion de 2 jours au sortir de laquelle nous devrions en savoir plus quant au calendrier du prochain resserrement monétaire de l'institution. On rappelle qu'il s'agirait du premier depuis 2018. À noter également que les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine inquiètent le marché. Le département d'État a appelé les Américains à quitter immédiatement l'Ukraine alors que Moscou concentre de plus en plus de soldats à la frontière entre les deux pays. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent discuter aujourd'hui de la situation en Ukraine avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. De plus impacté, on retrouve au niveau européen les valeurs technologiques mais aussi celles liées aux voyages loisirs. À Paris, Capgemini dégringole, Worldline, ST Microelectronics et Air France KLM aussi. Sur le plan macroéconomique, dans la zone euro, au mois de janvier, la croissance de l'activité a ralenti dans le secteur privé, amoché par les conséquences de la rapide propagation du variant Omicron. L'indice PMI Flash Composite qui mesure l'activité globale dans la zone euro s'est replié à 52,4 ce mois-ci contre 53,3 en décembre, soit un plus bas de 11 mois. Dans le secteur des services, l'indice a reculé à 51,2 en janvier contre 53,1 en décembre. On remarque cependant que d'après l'enquête d'IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat, l'atténuation des tensions d'approvisionnement a fait rebondir l'activité dans le secteur manufacturier. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 59 ce mois-ci contre 58 en décembre. Côté publication d'entreprises, on relève qu'aux États-Unis, les premiers résultats ont été pour le moins mitigés, plus spécifiquement dans le secteur bancaire. On retient aussi le pessimisme de Netflix quant à ses prévisions d'abonnement. Cette semaine, environ un tiers des sociétés du S&P 500 s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels, dont les 2 premières capitalisations américaines, Apple et Microsoft. Plus globalement, l'agenda macroéconomique de la semaine s'annonce chargé, avec les premières estimations du PIB
au 4e trimestre en Europe et aux États-Unis, mais aussi l'indice PCE des dépenses des ménages américains. On termine avec une chute fulgurante. À la mi-journée, l'action Orpea a subitement décroché. Le titre a chuté de près de 20% avant d'être suspendu de cotation à la demande de la société. Le facteur en cause, un livre à paraître mercredi et intitulé « Les Fossoyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés ». Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements agités aujourd'hui de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Stéphane Déo de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et Thibaut Prébet avec nous également ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. What's going on, Thibaut? Donc séance à moins 3,5, moins 4 là, sur les indices européens. Wall Street a déjà bien avancé dans sa correction. Je disais, on est à moins 10% du pic au creux pour le S&P 500, moins 17% pour le Nasdaq par rapport au sommet de l'automne dernier. Il y a une première phase de correction où effectivement on purgeait des excès un peu trop spéculatifs. Est-ce qu'on rentre dans quelque chose d'autre désormais, Thibaut? Quelque chose de différent. Il y a une première phase qu'on a connue déjà en fin d'année, où toutes les valeurs dites concept, qui se payaient des multiples très élevés aux États-Unis, il y avait beaucoup de valeurs qui se payaient 5, 10, 15 fois, 20 fois le chiffre d'affaires, ont pris des énormes claques. Et quelque part, on pouvait considérer que c'était aussi une normalisation de peut-être excès qu'il y avait eu par le passé. Puis on entre dans une phase où toutes les valeurs sensibles au taux, qui ont même touché les belles valeurs sur la côte française, des valeurs comme Téléperformance ou Hermès, qui est regardé depuis longtemps, ou Dassault Systèmes pour des multiples particulièrement exigeants, malgré des performances superbes, ont été un peu attaquées. Et là, on voit que même aux US, on est parti sur les GAFAM, qui sont plutôt vus comme les valeurs un peu patrimoniales, comme Microsoft, Apple, c'est quand même du très solide, ou même en Europe, des sociétés où on voit des SMI dans les semi-conducteurs qui, malgré des publications de tous les comparables extrêmement bonnes, a abandonné quasiment 10% en cours de séance. On a quelque chose d'un peu plus violent, qui marque plus un sentiment de capitulation qu'on connaît, et qui quelque part d'un côté est inquiétant parce que ça fait un mouvement très violent, avec des impacts sur les portefeuilles qui vont être significatifs, et de l'autre côté l'impression que peut-être que le cash a fini de se déverser, qu'on a peut-être une base solide pour revenir. Tout ça dépendra d'une part de ce que nous dit Jérôme Powell, qui est quand même attendu. C'est la Fed qui a lancé un peu ce mouvement en disant l'argent à zéro c'est fini, et puis évidemment la situation géopolitique qui n'a jamais grand chose à voir avec la choucroute, parce que peu de sociétés ont un impact très fort, même si pour la partie industrielle, le prix du gaz reste une donnée sensible, mais qui reste toujours quelque chose d'assez anxiogène, qui pousse beaucoup d'investisseurs à retarder des investissements futurs, donc a un impact quand même significatif sur les flux. Mais quand vous dites on entre dans quelque chose d'autre, on commence à attaquer les grosses valeurs de qualité, fonds de portefeuille, etc. Ça veut dire que, et l'idée d'une capitulation, on n'est pas loin d'excès en termes de repricing de marché là sur certains segments de la cote, selon vous, Thibaut? Très difficile à dire parce qu'un marché vaut ce qu'il a envie de valoir. Et parfois on dit les choses sont pas chères, et puis elles restent pas chères très longtemps. Puis parfois on dit Hermès c'est très cher depuis que ça vaut 200 et ça vaut maintenant beaucoup plus. Donc cette notion-là elle est compliquée. Ce qu'on peut voir c'est que chez Financière Arbevel, quand on fait nos modèles par exemple sur notre fonds plus value Disruptive Opportunities, on se rend compte qu'il y a beaucoup de valeurs où il faudrait aller à 5 sur les taux 10 ans européens pour justifier les niveaux de valorisation actuels. Or, on est à 0. Donc quand on dit les taux pourraient sur l'Allemagne passer de moins 0,30 à plus 0,2, que les hausses de taux aux US où les valeurs sont chères et où les taux reviennent à des niveaux qui sont plus utilisés pour les modèles au jour le jour, c'est pertinent. Que ça se ramène sur l'Europe, c'est évidemment cohérent parce que le Nasdaq est le marché leader. C'est en même temps toujours forgeur d'opportunités parce que les niveaux sont vraiment pas très chers et créent plutôt des opportunités qui sont majeures. Pour autant, à quel moment le marché décide qu'il allait trop loin, on ne le sait jamais. Ouais. On l'a vu à chaque fois. Après ce genre de mouvement, on a à nouveau une reprise qui est élevée. Est-ce que ça peut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? J'en ai pas la moindre idée. Je sens que d'un point de vue microéconomique, on retrouve des opportunités. On arrive vers les publications qui, par exemple, en novembre, après septembre-octobre, qui avaient été très chahutés, ont redonné beaucoup de souple à ce type de valeur. Après, moi, je discute avec beaucoup d'investisseurs, dont beaucoup qui voyaient la baisse, qui l'ont vu venir, qui la voient. Tous cherchent le moment pour se repositionner. Personne ne se dit je suis inquiet à long terme ou il faut sortir de ces logiques-là, plus avoir de Nasdaq. Tout le monde dit j'essaie juste de trouver le moment pour y aller, en sachant qu'il ne faut peut-être pas attraper le couteau qui tombe, mais l'idée selon laquelle il faut y être pour les 10 prochaines années, c'est une évidence. Et quand on est dans cette logique-là, je trouve qu'on gagne beaucoup de force pour le court terme, même si c'est jamais agréable de voir des corrections intenses. Commentaire sur cette séquence de marché. Alors, on peut élargir d'ailleurs un petit peu la chronologie. Je ne sais pas jusqu'à quand est-ce que vous souhaitez remonter, Stéphane Déo, dans le temps pour analyser ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même
la vitesse des marchés aujourd'hui, et c'est pas juste sur cette séance, mais le repricing du marché obligataire était quand même très très rapide. Ouais. Je veux dire que le U-turn de la Fed a été très rapide également. Et derrière, on voit que sur les actions, là aussi, les mouvements vont très très vite et les écarts sont déjà impressionnants aujourd'hui. Non, alors je suis assez d'accord avec ça. Ça me rappelle un peu 2018, si vous vous souvenez, les taux ont monté, et puis la bourse s'en souciait pas vraiment, et puis à un moment donné, ça casse et la bourse a énormément corrigé. Là, c'est la même chose. On avait un quantitative easing qui devait disparaître de la Fed, et puis après, on a commencé à parler des hausses de taux, et puis maintenant, on commence à parler de quantitative tightening. Donc, petit à petit, c'est devenu de plus en plus difficile, et à un moment donné, le marché craque. Et je crois qu'on est en plein là-dedans, à l'heure actuelle. Ce qui est vraiment impressionnant... Avec juste, petite parenthèse, Ouais. avec un taux 10 ans américain qui n'a jamais dépassé un 90% quand même. Oui, complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas de 10 ans américains à 3%. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que si le marché n'est pas capable d'absorber des taux à 2%, si on n'est même pas à 2, comme vous l'avez dit, on en est loin, ça veut dire que le pouvoir de la Fed et la marge de manœuvre de la Fed est quand même très, très limité. Parce que s'il y a panique à bord à 1,8 sur les taux 10 ans américains, ça vous donne un peu l'ordre de grandeur de la marge de manœuvre de la Fed. Donc ça, c'est assez pertinent et c'est assez inquiétant en même temps, malheureusement. Mais ce que je trouve intéressant sur la correction, c'est qu'on a bien vu les taux qui montaient. Donc on a vu certains compartiments de marché souffrir beaucoup. Il y a un exemple typique, c'est la partie des entreprises du Nasdaq qui ne font pas de bénéfices. Donc c'est des entreprises, c'est des startups qui n'ont pas de bénéfices, qui vous disent investissez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je gagnerai plein d'argent. Donc il faut être patient. Alors quand les taux sont à 0, vous pouvez être patient. Quand les taux commencent à monter, vous perdez en patience. Et donc c'est des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup sous-performé depuis un mois. Là, c'est totalement différent. C'est tout qui part en même temps. Et en fait, on a regardé ces phases de marché, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ETF, c'est-à-dire que quand vous êtes un gérant, beaucoup de gestions ont du mal à tourner leur portefeuille, à vendre tout en même temps, parce que vous avez 20, 30, 50 lignes. Donc vous allez vendre un ETF sur un secteur ou même sur l'ensemble d'un indice, et donc ça revient à tout vendre en même temps. Et donc il y a des aberrations, je pense, parce que dans des phases comme ça, le marché n'est pas suffisamment discriminant. Et donc il y a certains titres qui, oui, doivent être pénalisés parce que les taux montent, parce que incertitude sur la croissance, parce que Dieu sait quoi. Mais je trouve la corrélation entre tous les titres un peu excessive. En gros, tout le monde est pénalisé. C'est ça, l'idée que c'est une nouvelle phase de la correction qui emporte tout le monde. Et ça, c'est très nouveau. C'est plus du tout cette rotation sectorielle et des marchés discriminants comme on a eu jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines. D'accord avec cette analyse, Vincent, quels sont les éléments complémentaires qu'on peut apporter dans la séquence? Effectivement, on a déjà des corrections, 10% pour le S&P 500, mais c'est déjà 17% pour le Nasdaq. Je ne parle même pas des cryptos, le Bitcoin est à moins 50. Oui. Les non-profitable stocks, c'est du moins 40 depuis déjà quelques mois maintenant. Oui. Et puis, il y a également l'idée des flux du retail, qui ont été quand même une partie prenante très importante dans le rallye général depuis mars 2020. Et c'est assez nouveau. Le poids du retail a pris quand même beaucoup de place dans les marchés américains notamment. Ouais. Alors précisément, les questions de positionnement, je pense, sont importantes. Personnellement, je pense qu'il y a des phénomènes ponctuels et il y a des phénomènes qui vont nous embêter toute l'année. Mais la comparaison avec 2018 me semble trop pessimiste. Je vais revenir. Sur les éléments ponctuels, on a le positionnement en particulier. On observe dans les enquêtes auprès des investisseurs étaient devenus beaucoup plus prudents sur la croissance et les profits, mais quand même très surpondéré sur les actions. Et on a vu des flux phénoménaux l'année dernière dans les fonds actions, et ça s'est poursuivi en début d'année. Et là, je crois qu'on a un trou d'air. Donc il y a la question de positionnement. Alors en plus, on a les saisons des résultats qui commencent, et on a eu une séquence deuxième trimestre, troisième trimestre, avec des résultats qui étaient assez phénoménaux. Là, on sait qu'on a eu la vague Delta, Omicron, on sait que le quatrième trimestre va être beaucoup moins spectaculaire sur les résultats. Donc ça, ce début de saison de résultats n'aide pas. Mais il me semble qu'il y a une composante ponctuelle et je suis plutôt dans une logique de racheter les retours de marché. Après, il y a des phénomènes qui vont nous embêter toute l'année, je l'ai dit, c'est notamment la Fed, parce qu'on entre dans une séquence de hausse de taux de la Fed. Alors là où je trouve que la comparaison 2018 est un peu sévère, c'est un peu pessimiste, c'est que 2018 c'était la deuxième année
de hausse, de resserrement de la Fed, hausse de taux et resserrement quantitatif en Je rappelle, 2018. pilote automatique, hein. On ne se posait pas de questions. Tous les 3 mois, c'était 25 points de base et réduction du bilan en Mais parallèle. ils avaient commencé les hausses de taux en 2017. Et donc le marché commençait à trouver ça un peu lourd, un peu difficile. Mais également, deuxième facteur en 2018, c'était les anticipations économiques qui se dégradent. Si vous regardez les indices Sentix, par exemple, on pense que cette année, ça va mieux résister. Donc plutôt acheteur de points bas. L'autre élément qui va nous embêter cette année, je le crains, ce sont les prix de l'énergie. Et là, on parle de l'Ukraine. Alors on sait qu'on a eu une explosion des prix du gaz naturel l'année dernière en Europe. Ce qu'on va regarder de très près cette année, c'est le prix du baril également. Il y a des grosses inquiétudes sur cette transition énergétique qui va pas forcément se faire en douceur. Et c'est une menace pour l'inflation, pour le pouvoir d'achat et donc pour la croissance. Et déjà de ce point de vue-là, c'est une nouvelle histoire, parce que je me souviens très bien un peu le discours en fin d'année. On voyait plutôt le baril de pétrole se stabiliser et beaucoup misaient sur des effets de base qui allaient justement jouer en faveur d'une forme de désinflation, en tout cas d'une moindre inflation qui allait se voir assez vite finalement au début de l'année 2022. Ça, déjà, ce schéma-là, il faut le reporter au moins dans le temps de quelques mois, quelques trimestres. Je le crains. Ouais. On sait qu'on a sous-investi les énergies fossiles depuis un certain nombre d'années. On sait pourquoi. Les facteurs ESG, climat, jouent énormément sur ces questions. Mais on sait qu'en même temps, les investissements dans l'énergie renouvelable sont très lourds, très longs, demandent du temps. Et donc, entre les deux, on est quand même un peu inquiet que cette transition soit un peu chaotique. Qu'est-ce qu'on attend de la Fed? Parce que, alors effectivement, le prix du pétrole, c'est quelque chose qui va être regardé aussi à un moment. $100, c'est un prix psychologique, ça a des conséquences économiques. La première réunion de la Fed cette année, qui commence demain, avec une communication attendue mercredi, après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit depuis la dernière réunion du mois de décembre, est-ce qu'il y a déjà un enjeu immédiat en matière de décision là, pour la Réserve fédérale américaine, Thibault? Il y a un enjeu immédiat en manière de communication. C'est elle qui va décider ce que font les marchés cette année. Elle a sa réunion pour commencer à passer un message. Déjà, j'aime ce doux parfum d'optimisme que Stéphane et Vincent ont fait flotter. Je vous rappelle que 2018, c'est un Nasdaq qui finit à 0. Donc si c'est mieux que 2018, c'est pas si mal. Parce qu'au final, avec moins 20 sur les 15 derniers jours de l'année, enfin sur le mois de décembre. Quoi, sur novembre-décembre, ouais. Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est une année qui a fini à 0. Bon, si cette année on fait moins 15 avant de les récupérer, la Terre s'en remettra aussi au milieu d'un nombre d'années haussières qui a été impressionnante, mais surtout un nombre d'années de hausse des résultats des boîtes du Nasdaq qui a été impressionnant. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même jamais oublier de lier ça. Voilà. On peut parler d'un côté du Bitcoin, de l'autre du Nasdaq. Chacun peut avoir son avis, mais le Nasdaq, c'est des hausses de résultats colossales année après année. Donc il y a quand même peut-être une vitesse qui pour ça ne a été élevée, mais qui est pertinente. Ensuite, au niveau de la Fed, le retour du marché en 2019, c'est ce qu'on appelle dans le turnaround, c'est-à-dire le changement de ton de la Réserve fédérale, qui dit bon, on va peut-être se calmer un peu, parce qu'on était monté à 3,20 sur les taux longs et ça picotait un peu et on s'est dit mollo. Là, la question, c'est est-ce que la Fed dit quelque part une maxime qui est chère aux joueurs d'échecs, qui est une menace est toujours plus forte que son exécution. On a des taux résidentiels immobiliers qui ont déjà pris 1% sans que la Fed fasse rien. On a une liquidité qui s'est un peu asséchée. On a les cryptos, on a tout ce qui donnait un peu un effet richesse, les actions qui étaient achetées par le secteur des investisseurs particuliers aux États-Unis qui sont un peu cassés la figure. Donc quelque part, il y a déjà une action. Donc est-ce qu'elle me dit, bon, maintenant on peut vous dire une hausse tous les 3 mois et on verra après. Et là, le marché va dire, on va arrêter de recevoir des notes nous disant finalement c'est 6, 7, 8 cette année, c'était 50 BP et ça va se calmer. Ou est-ce qu'elle va dire, ah donc il y a quand même beaucoup d'inflation, on accélère, ou là ça peut être très chaud. Historiquement, la Fed a montré, et beaucoup de personnes au sein du board de la Fed ont montré qu'ils étaient quand même assez sensibles à ce qui se passait sur les marchés financiers. Ouais. Dans ce cadre-là, avoir des hausses de taux, je crois que c'est pas un sujet, et qu'il y en aura. Communiquer sur un taux qui montrait au-delà des 2,5 sur les taux monétaires, c'est peu probable. Et accélérer sur la baisse du bilan, ça ne semble pas non plus totalement urgent dans le cadre-là, dans la mesure où le mouvement sur les taux a déjà eu lieu, ne serait-ce que par ces anticipations. Donc il serait quand même surprenant de voir Jérôme Powell aller sur quelque chose de beaucoup plus restrictif. Est-ce qu'il va juste le laisser comme ça ou est-ce qu'il va dire allons-y mollo? C'est la grande attente des marchés. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air totalement optimistes. Je suis d'accord. Enfin, le constat est sans appel que la Fed a toujours été très sensible, évidemment, à l'équilibre des marchés, tant elle a utilisé les marchés comme canal de transmission de sa politique monétaire. Sauf que jusqu'à présent, elle n'avait pas une inflation à 7%. Elle n'avait pas une inflation à 7%. Après, si on est complètement taquin, on pourrait dire, on a des statistiques qui s'accumulent, qui laissent quand même supposer qu'on n'a peut-être pas été loin de faire les points hauts. En tout cas, sur les segments sur lesquels elle peut faire quelque chose. C'est-à-dire que si l'Ukraine se fait envahir par la Russie, la Fed ne peut pas avoir un impact complètement énorme là-dessus sur ce que ça peut impliquer pour les prix de l'énergie. Et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas se mentir. Si la Fed monte ses taux de 25 BP ou 4 fois ou 5 fois cette année, l'impact réel pour l'inflation, il ne va pas être colossal. D'autant qu'une bonne partie de cette inflation est soit souhaitable,
pour les bas salaires, soit difficilement contrariable pour la transition énergétique, et que donc le seul sujet qui paraissait indiscutablement à gérer, c'était la partie immobilier. Immobilier et prix de l'immobilier, qui est toujours le facteur de risque des marchés américains, qui a déjà quand même, en tout cas, vu une action nette du résultat de la Fed. Donc, difficile à dire, mais c'est vrai qu'on va probablement être sur une réunion qui va être plus politique que liée sur des détails d'inflation. Sur la Fed, Stéphane, alors l'idée d'un pic hawkishness, quand on en est à se demander s'il ne faut pas des hausses de 50 BP le plus vite possible pour restaurer la crédibilité, est-ce qu'on a atteint le pic dans le discours au moins du durcissement de la politique monétaire américaine? Et puis où est le strike du put de la Fed? Quel est le prix d'exercice de l'option gratuite que la Fed distribue aux investisseurs depuis des années maintenant? À quel moment est-ce que ça devient un problème pour la Fed, la baisse des marchés? Moi, je trouve que la Fed s'est mise dans une situation qui est un peu difficile, parce que si vous regardez les anticipations de marché maintenant, il y a le QE qui finit en mars. On est tous d'accord, il l'a annoncé, dit, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment photo là-dessus. Il y a des hausses de taux derrière, le consensus est à peu près moitié-moitié, entre 3 hausses, 4 hausses, mais effectivement, il y a des gens qui commencent à dire qu'ils vont monter à chaque meeting, donc 7 hausses de taux. Et il y avait une enquête d'une banque d'affaires la semaine dernière qui disait qu'il commence le quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan, dès juin. Il y a 60% des investisseurs qui attendent ça. Alors, je rappelle, en 2018, alors c'est la deuxième année de hausse de taux, mais en 2018, il y a eu 4 hausses de taux. Là, on nous dit, on arrête le QE, on fait 3 ou 4 hausses de taux et on commence le quantitative tightening sur la même année. Je peux vous assurer que ça va tanguer assez sérieusement sur le Nasdaq et sur les autres actifs risqués s'ils font ça. Donc je pense qu'ils ont deux choix. Soit ils font effectivement ce qu'attend le marché, mais là, sur les actifs risqués, ça va être vraiment très compliqué. Soit à un moment donné, ils disent non, attendez, on s'est mal compris, on ne va pas faire autant, calmez-vous. Mais dans ce cas-là, oui, l'inflation est à 7%. Vous avez la moitié des composantes qui sont au-dessus de 4%. Donc vous avez maintenant des pressions qui sont sur quasiment tous les secteurs. Vous avez des salaires qui se baladent entre 4 et 5% en fonction de la façon dont vous le calculez. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans la cuisine des économistes. Mais si la Fed commence à dire non, mais vous inquiétez pas, on est là, on va maintenir le Nasdaq, vous avez un vrai problème de spirale inflationniste. Donc en fait, ils vont être obligés on appelle ça du bang bang theory. C'est-à-dire vous allez soit vous sauter sur les freins, soit vous ressautez sur l'accélérateur. Mais c'est très difficile de trouver le juste milieu. Et donc je pense qu'en termes de visibilité de la politique monétaire, ça va être très compliqué. Et donc, quand il n'y a pas de visibilité, les marchés n'aiment pas, et donc ça va rester extrêmement volatile. Mais on est vraiment dans une situation, je pense, ils ont énormément attendu. Le marché immobilier, par exemple, vous avez une différence sans précédent entre les mises en chantier et les permis de construire. C'est-à-dire qu'on alloue des permis de construire, on n'arrive pas à mettre les mises en chantier parce qu'il n'y a personne pour les faire. Le secteur est en pleine surchauffe, et ils achètent toujours des MBS, c'est-à-dire des papiers pour stimuler l'offre de crédit. C'est fou. Est-ce qu'ils peuvent envoyer un signal en arrêtant plus brutalement que prévu, par exemple, le QI, je sais pas, dès ce mois de janvier? Pourquoi acheter encore en février et mars un reliquat de Treasuries et de MBS s'il y a une vraie urgence, effectivement, à avancer dans ce calendrier? Alors, la Banque du Canada l'a fait, mais bon, la Banque du Canada n'a pas forcément le même impact que la Fed. Le problème, c'est qu'on a eu un changement des attentes du marché depuis septembre qui est absolument phénoménal. Si vous arrêtez le QE encore plus vite, vous êtes en train implicitement de dire au marché, vous avez raison de bouger dans cette situation. Et d'ailleurs, s'il y a des surprises dans le futur, ce sera encore plus au quiche, encore plus rapide en termes de resserrement monétaire. Vu l'état des marchés, je ne suis pas convaincu que ce soit le bon message à faire passer à l'heure actuelle. Surtout qu'il y a une très forte incertitude sur l'inflation. Donc là, il y a eu un resserrement monétaire implicite très fort. Je pense qu'il faut donner un petit peu du temps au temps, et je ne serais pas étonné que Powell botte un petit peu en touche en nous disant, écoutez, on va finir le QE en mars. Je rappelle quand même qu'en mars, vous allez avoir le QE qui est fini, une inflation qui va être, allez, je vous le fais à 6, mais probablement plutôt 7, et un taux de chômage à 3,5. 3,5, c'est le niveau le plus bas d'avant la crise. Donc, et vous avez des taux directeurs à 0. Je suis désolé, mais il y a un des chiffres qui est faux là-dedans. Donc, il va falloir en changer un.
Vous dites, Vincent, la Fed, c'est un sujet qu'on va se traîner, entre guillemets, toute l'année. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de réponse demain soir sur une stratégie claire et définie. On va naviguer à vue en permanence. Entre surréagir parce qu'on est très en retard ou finalement laisser se développer peut-être encore un peu plus l'inflation. Est-ce que la Fed est capable de délivrer ce qui est dans le marché aujourd'hui? Est-ce que le risque est qu'elle délivre beaucoup plus, un peu moins? Non, je dois dire qu'on avait prévu beaucoup de volatilité cette année, en particulier parce que la volatilité taux a monté et les banques centrales y contribuent parce qu'on va osciller entre cette volonté de juguler l'inflation d'un côté et de l'autre maintenir des conditions financières assez accommodantes pour encourager la poursuite de la reprise. Donc ça va être difficile de placer le curseur, mais je partage l'idée que la Fed part d'une position où la politique monétaire n'est pas du tout adaptée. En fait, on a un output gap qui est proche de zéro, donc une économie qui tourne quasiment à plein régime, et une politique monétaire qui est encore extrêmement accommodante. Donc, il faut normaliser, mais ne pas normaliser trop vite parce que ça peut choquer le marché et casser la reprise. Donc, c'est quelque chose de très délicat. On peut faire confiance à la Fed parce que je pense qu'ils maîtrisent cet exercice, notamment en termes de communication. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des coups de volatilité. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais la variable qu'il faut regarder comme le lait sur le feu, ce sont les taux longs réels. En l'occurrence, les taux 10 ans TIPS sont passés de moins 1% et même en deçà à environ moins 0,5% aujourd'hui. Donc ils sont quand même remontés très vite, très fort. Ça reste négatif. Je pense que sur ces niveaux de taux réels, on doit garder des multiples actions assez élevés. Mais si effectivement les taux réels continuaient de monter fortement, en particulier avec les évolutions des anticipations sur la Fed, c'est clairement une menace pour le marché d'actions. Donc la Fed va devoir naviguer, inflation, conditions financières, et ça va causer de la volatilité. Mais en l'occurrence, il me semble très très improbable, hautement improbable, que la Fed remonterait de 50 points de base, par exemple, au mois de mars. Je pense qu'ils veulent vraiment éviter des chocs sur le marché. Ils veulent essayer d'être prédictifs. Alors certes, ils ont très nettement modifié leur guidance, mais ils vont vouloir éviter les chocs. Oui, ils veulent pas perdre cette idée de forward guidance. Ils veulent pas détruire complètement la forward guidance dans leur arsenal de pilotage de la politique monétaire. Exactement. Toujours dans l'analyse de marché, Thibault, alors je ne sais pas comment vous regardez les segments de marché qui résistent mieux en relatif. Ça tient pas trop mal du côté des émergents, en tout cas de la Chine, depuis quelques jours maintenant, avec une banque centrale chinoise qui se met en action à l'inverse de la Réserve fédérale américaine, en assouplissant. Ça tient toujours pas trop mal sur des secteurs dits value, financières, oil and gas, énergie, même l'automobile qui garde encore de l'avance sur le marché depuis le début de l'année. Je vois aussi des boring stocks, là, les télécoms qui tiennent plutôt pas mal, la conso de base, etc. Comment vous regardez effectivement cette partie-là du marché aujourd'hui par rapport à la croissance? Le marché, il est dans une phase qui est une phase qu'on comprend très simplement par son terme. C'est une phase de correction. Ce qu'on appelle la correction, on le voit bien, c'est on a fait quelque chose et on regarde qu'il ne faut pas le défaire. Bon, donc tous les stocks qui font rien depuis des années, pas tellement de corrections à faire. Quand on regarde le Bitcoin, qui lui n'a pas rien fait exactement, et on trouve des choses à redire. Et donc ce mouvement, il est tel qu'il est. En Chine, il n'y a pas eu de performance l'année dernière. Donc fatalement, il n'y a pas grand-chose à corriger. Et donc quelque part, le sentiment du marché aujourd'hui, c'est qu'il y a une problématique de taux ou une problématique d'exubérance des valorisations qu'il faut probablement un peu retourner. Et en échange de ça, il y a des actions qui, elles, n'ont rien fait et qui ne sont pas sanctionnées. Là où ça me gêne un petit peu, et là où chez Financière Bevel, on n'a pas tellement envie de suivre trop ce mouvement, c'est juste que, à la fin, c'est la microéconomie et les sociétés qui gagnent. Ouais. Et toutes les sociétés de digitalisation, c'est des sociétés de semi-conducteurs, c'est des boîtes qui prennent des énormes plombs aujourd'hui. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont pour des années encore des résultats qui vont être excellents. Voilà. Sur les banques, l'automobile, les secteurs que vous évoquez, on ne peut pas dire qu'il y ait une euphorie des résultats ou une dynamique qui sera sans doute meilleure que l'année dernière, mais qui soit ultra sexy et motivante. Et donc, comme nous, on est plutôt investisseurs de long terme et microéconomiques, on a un peu de mal à être très enthousiaste sur des segments de la cote qui, historiquement, ne délivrent pas une tonne. Donc, bon, il faut accepter le fait qu'il faut un peu plus de volatilité. C'est toute la difficulté. Un exemple, d'ailleurs, que le Nasdaq résume bien. Le Nasdaq, c'est des énormes plombs, très souvent. Sauf que c'est aussi un indice qui, en une dizaine d'années, a fait x5. Ouais, sur longue période. Ouais. Et donc, tout le sujet est de se dire...
il y a des sinusoïdes qui sont plus ou moins haussières et qui ont plus ou moins d'amplitude dans les vagues. Nous, on a plutôt tendance à essayer de trouver les un peu plus haussières, quitte à accepter le fait que les vagues puissent être un peu importantes. Il y a d'autres titres qui ont moins de qui font moins de vagues, mais qui parfois montent pas. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit le marché. C'est un peu caricatural. Évidemment, on rentre dans quelque chose d'un peu plus fin parce qu'il y a des valeurs value qui sont extrêmement intéressantes et des valeurs croissance qui n'ont aucun sens compte tenu de leur prix. Mais on va dire que le raisonnement sous-jacent, c'est quand même d'essayer de rester sur quelque chose d'assez microéconomique. Et dans ce cadre-là, on peut avoir un peu l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ouais, je comprends. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est Netflix. C'est-à-dire, bon, baisse de 24% vendredi après la publication, mais au-delà de cette baisse de 24%, c'est une action dont le cours est revenu sur les niveaux d'avant le déclenchement de la crise pandémique. Ça a valu $700 au plus haut, c'est tombé à moins de 400. Alors là, j'ai pas le cours sous les yeux, mais moins de $400, c'était le niveau de Netflix avant le déclenchement de la crise pandémique. Oui, mais pourtant, le business Netflix a considérablement accéléré pendant cette période pandémique. Le marché nous dit aujourd'hui, le prix de Netflix post-Covid, c'est le même que le prix de Netflix pré-Covid. Il y a la même chose aussi sur Zoom. Zoom, exactement. Ce qui est compliqué, c'est que déjà, c'est une valeur qui n'est pas rentrée dans le Covid comme pas cher. Donc la valeur de départ, on sait qu'on a toujours des instituts qui prennent un point qui les arrange pour essayer de comparer, parce qu'ils prennent parfois début mars pour les statistiques économiques, ce qui n'a aucun sens. En réalité, Netflix avait quand même eu une vague hallucinante au point qu'on parlait des GAFAM à un moment donné, on essayait de coller des nouvelles lettres partout. C'est une valeur qui était très chère. Ensuite, c'est une valeur qui a une activité qui est dans un segment particulier, puisqu'elle voit tous ses plus gros concurrents venir se mettre sur la table, la concurrencer. Donc c'est une société qui était toute seule, qui voit Disney, HBO, etc., lui mettre quand même des bâtons dans les roues, Amazon. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, il y a aussi une réalité qu'on voit aussi aujourd'hui avec Orpea ou jeudi dernier avec Soitec, c'est qu'il y a des très belles valeurs qui ont des mauvaises nouvelles qui ne tombent pas au bon moment. Voilà, une société comme Netflix qui fait presque 2 fois le résultat net anticipé et qui annonce qu'elle aura un peu moins d'acquis de nouveaux clients au premier trimestre, probablement que dans certains modes de marché, ça peut faire moins 5 ou moins 10, ça a plutôt fait moins 25. Ouais. Voilà. Mais il ne reste pas moins que c'est assez impressionnant et que, effectivement, le marché détricote un peu les acquis de la crise. C'est plus que détricoter, ouais, c'est ça. On revient à la case départ pour certains dossiers emblématiques. Alors que, par exemple, dont le business a une profité société comme ASML aura, elle, beaucoup corrigé, mais toujours probablement 2 à 3 fois plus élevé que sur les niveaux de 2020. Donc, tout n'est pas sanctionné de la même manière. Netflix a une situation qui est quand même relativement atypique, d'une part, compte tenu de la concurrence, mais aussi d'autre part, compte tenu quand même, il faut le saluer, d'une adoption de cette idée de l'abonnement par tout le monde qui ouvre aussi des nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'ils ont un gâteau qui est peut-être un peu plus challenging, mais qui a quand même tendance à augmenter. Aujourd'hui, c'est trouver des foyers où personne n'est abonné ni à Netflix, ni à Disney, ni à Amazon, ça devient quand même pas complètement évident. Donc, dans ce cadre-là, voilà, il y a une correction qui est peut-être un peu agressive, qui ne tombe pas au bon moment sur une société où les fondamentaux sont bons. Mais il ne faut pas oublier que sur les valeurs taux, c'est la croissance future qui fait œuvre. Et quand vous divisez par 2 ou 3 ce que le marché anticipait comme croissance du prochain trimestre, je comprends. C'est normal que ça mette aussi un plomb. C'est aussi la vie. On peut citer HelloFresh, valeur qu'on aime bien aussi. HelloFresh, c'est une valeur donc, du DAX. Il y a un an, elle valait plus cher qu'aujourd'hui. Il y a un an, elle anticipait 25 de croissance en 2021. Elle aura vraisemblablement fait 60. Elle anticipe 40 désormais. Elle vaut moins cher qu'à l'époque. Donc, entre on est allé un peu trop vite ou maintenant c'est vraiment décoté, c'est possible que ça soit un peu des deux. Mais clairement, on commence à trouver qu'il y a le nombre des opportunités qui se présentent sur le marché sont assez élevés. En termes de stratégie et même de tactique, là, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Où est-ce qu'on a envie d'être positionné pour essayer d'avoir un profil un peu tout-terrain? Est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir d'un côté? Est-ce qu'on se sent toujours protégé sur des segments alors où il n'y a pas grand-chose à perdre, comme disait Thibault, des segments d'e-value qui ont quand même réussi à rebondir un peu ces derniers mois? Je pense que pour revenir sur l'histoire de Netflix, il y a 2 éléments techniques qui me semblent importants pour comprendre ce qui se passe sur les marchés. Le premier point, c'est que, on l'a dit, on l'a répété 50 000 fois, les valorisations sont très élevées. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des valorisations très élevées? Quand vous avez une bonne publication, le titre ne monte pas ou très peu. Parce que le marché dit, oui, je paye très cher, c'est parce que je m'attends à des bonnes nouvelles. Quand vous avez une mauvaise nouvelle, par contre, vous corrigez énormément. Donc vous avez une asymétrie. En gros, c'est un peu comme quand je joue avec mes enfants, c'est soit je perds, soit je ne gagne pas. Et c'est un peu ça avec ces valeurs-là. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. On l'a vu sur les financières qui ont publié la semaine dernière, où les chiffres étaient bons, mais pas aussi bons qu'attendu, et tout de suite, vous avez une correction.
Mais Donc, ce qui est intéressant, parce que il y a un surajustement. Oui, mais les financières, parce qu'elles ont beaucoup monté en 2021, se retrouvent également dans cette situation où elles n'ont pas le droit de décevoir. Aux États-Unis. Ouais. Mais voyez, vous avez cet effet-là qui est que... Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec une saison des résultats qui est bonne, qui est de bonne facture, mais quand même un marché qui baisse, parce que les bonnes nouvelles ne vous tirent pas vers le haut, et les mauvaises nouvelles, par contre, vous tirent vers le bas beaucoup. Le deuxième petit détail qui est très important, c'est que, vous l'avez dit, on est en saison des résultats. Un des corollaires de la saison des résultats, c'est que vous êtes en blackout sur les rachats d'actions. Et ça a quand même été un des éléments qui a énormément soutenu le marché depuis un an. Donc quand vous arrêtez cet achat, ben forcément, il n'y a plus personne pour racheter le marché. Donc quand vous avez que des vendeurs et que vous n'avez plus personne pour acheter, ben vous avez du mal à trouver un plus bas. Il n'y a plus de retail, enfin le retail a souffert, il n'y a plus les corporate buyback. Oui, le retail doit être beaucoup moins dynamique aujourd'hui qu'il ne l'a eu été, et vous n'avez plus les buybacks. Et donc à aucun moment vous avez le filet de sécurité qui vous dit là on a trop baissé, il faut arrêter, etc. Et donc je suis assez prudent. Une fois de plus, c'est des détails très techniques, donc de court terme, mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à ne pas rentrer trop vite sur ces marchés-là, même si, une fois de plus, à un horizon fin d'année, nous, on a des prévisions de bénéfices par action qui sont de l'ordre de 8 à 9% de croissance sur l'année. Donc, il faut quand même aussi lever le nez du guidon de temps en temps et pas rester sur des éléments techniques de court terme tout le temps. À moyen terme, on reste positif sur la trajectoire potentielle de la bourse. Bon, c'est ce que vous disiez, Vincent, vous êtes plutôt toujours dans une idée d'acheter les excès à la baisse du marché. Donc, on verra le point bas de l'excès peut-être sur les marchés dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais qu'est-ce qu'on a envie de racheter alors, tactiquement et stratégiquement? Enfin, comment on a envie d'organiser effectivement une stratégie peut-être de court terme sur l'année 2022 tout en gardant quand même un cap stratégique pour la suite. Oui, je crois que le cadre stratégique, sans être dogmatique, c'est l'idée de rechercher les actifs qui résistent bien en période d'inflation assez élevée et de resserrement des banques centrales. Donc, plutôt quand même une préférence pour la value. Préférence pour les matières premières, les actifs réels du type infrastructure, voire immobilier, les obligations à taux variable, voire les obligations indexées sur l'inflation, même si les points morts d'inflation sont déjà assez élevés. Donc ça, c'est quand même le côté stratégique pour cette année. Ensuite, il y aura des opportunités sur les replis, notamment des valeurs de croissance. Donc, je partage l'idée qu'on va avoir des mécanismes autocorrecteurs. C'est-à-dire qu'on a des corrections comme ça limite la hausse des taux longs. Donc, les taux longs ne vont pas exploser non plus. Je pense qu'avec la pression de la Fed, le biais reste à la hausse des taux longs, mais en même temps, ils ne peuvent pas aller très haut parce qu'on a des phénomènes autocorrecteurs. Petit 1, il y a beaucoup trop de dettes dans le système, de dettes publiques en particulier. Donc pour que cette dette soit soutenable, il faut que les taux longs restent relativement modérés. Et petit 2, l'ensemble des valorisations des actifs financiers dépendent de taux réels longs bas. Et donc, si les taux longs remontent trop vite, on a des accès de volatilité et de baisse qui créent un plafond pour les taux longs. Donc, je pense que sur les replis de valeurs de croissance, on aura des opportunités. Ouais. Sur le front de la géopolitique, alors je ne sais pas, je suis toujours mal à l'aise de mettre ces sujets sur la table dans une émission comme celle-là, parce que les marchés sont pas très bons, et puis c'est pas leur travail d'intégrer les risques extrêmes venant de la géopolitique. Mais là, il y a quand même un sujet russe, en l'occurrence. Ça se joue à travers donc, les prix de l'énergie, à travers le marché russe, le rouble, essentiellement pour l'instant. Oui, particulièrement sensible en Europe avec ces questions d'énergie et de gaz naturel. Assez difficile de faire des prédictions. Ça nous semblait, on disait, il y a deux grands risques géopolitiques, c'est l'Ukraine et c'est Taïwan. L'Ukraine, c'est un risque plus de court terme, et effectivement, on voit que la probabilité de ce risque est en train d'augmenter, et le marché s'en émeut.
très difficile de faire des prédictions en la matière. Nous, on a supposé qu'on n'aurait pas effectivement une escalade vers le pire, mais ça reste un sujet. Après, il y a des sujets locaux qui sont surtout concentrés de politique plutôt que de géopolitique. Italie, France, donc l'Europe très concernée au premier semestre avec les élections. Second semestre, les États-Unis où Biden va perdre sa majorité. Donc on a une année quand même assez riche. Le focus de court terme, c'est effectivement l'Ukraine. Bah tiens, Stéphane, sur l'Italie, Mario Draghi qui passe d'un fauteuil de président du Conseil à un fauteuil de président de la République. Peut-être. Combien ça coûte au spread italien ? Alors, est-ce que ça a déjà coûté au spread italien et combien ça peut coûter en plus au spread italien ? Pour moi, il y a deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il passe du premier fauteuil au deuxième fauteuil ? Alors, sur les prévisions de politique italienne, vous me permettrez d'être un petit peu prudent parce qu'on ne sait jamais. Mais je pense que le scénario central, c'est quand même qu'il soit élu et qu'il soit élu très vite et qu'il soit élu avec une très large majorité. Donc, faisons l'hypothèse qu'il soit élu président. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est plus l'équivalent de Premier ministre, donc il n'a plus les mains dans le cambouis en termes de réformes, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a pour 7 ans, ce coup-ci. Donc pour moi, dans cette configuration, soit il reste 1 an de plus au poste de Premier ministre, avec d'accord. Même pas. Soit il reste 7 ans à un poste moins les doigts dans la prise, mais 7 ans quand même. Parce que si vous avez des élections législatives début 2023, donc ça veut dire que la coalition va voler en éclat d'ici la fin de l'année, du coup on l'a même pas pour 1 an. Moi, je voudrais juste vous donner une anecdote. Quand Debré a écrit la Ve République, la constitution que nous utilisons à l'heure actuelle, il pensait que De Gaulle deviendrait Premier ministre. Et en fait, De Gaulle a choisi d'être président. Et il a changé, parce que c'était De Gaulle, la fonction de président. Et il en a fait la Constitution telle qu'on la vit à l'heure actuelle. Alors, il ne faut pas faire du copier-coller, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que sans vouloir être très péjoratif, les présidents de la République italiens qu'on a mis jusqu'à présent n'étaient pas d'une envergure extraordinaire. Quand vous aurez un Draghi à la place, je ne sais pas jusqu'où il peut tirer la capacité du président à avoir une influence. Et pour moi, ça va être ça la question principale. C'est s'il arrive à être suffisamment fort pour stabiliser la vie politique, pour forcer les gouvernements à faire ce qu'il faut faire, ça peut être une excellente nouvelle. Il pourrait imprimer effectivement, même au poste de président de la République, il pourrait imprimer quelque chose d'un peu plus fort que ses prédécesseurs à ce poste. C'est lui qui décide qui sera président du Conseil, puisque c'est lui qui demande à la personne de le faire, c'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée, c'est lui qui peut dissoudre un gouvernement, etc. Donc il a quand même des instruments institutionnels qui sont très loin d'être négligeables. Je vous vends pas du De Gaulle bis, mais entre le De Gaulle de la Ve République et le Mattarella italien, je ne sais pas où il faut mettre le curseur exactement. Vincent ? Non, j'allais ajouter, c'est lui qui protégera l'unité européenne. Oui. Donc il y a quand même beaucoup à faire. Oui, Draghi au poste de président, c'est pas nul non plus. Et puis juste, dernier petit détail, connaissant la personne, ça m'étonnerait qu'il devienne président de la République juste pour avoir une pré-retraite. C'est pas le genre du bonhomme. Donc, Orpea, on en dit un petit mot, Thibault. Alors, au-delà des révélations du livre, on verra ce qui est écrit dans ce livre. Moi, ce qui me frappe, et c'est de plus en plus vrai, c'est à l'heure de l'ESG, l'investisseur ne peut plus souffrir un risque de réputation comme celui qui frappe peut-être Orpea aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a un livre qui va sortir pour accuser globalement les maisons de retraite de pratiques qui d'ailleurs ne sont pas non plus totalement surprenantes dans la mesure où il y a quand même une presse qui a toujours été assez négative avec ce type de société. C'est pas une première pour Orpea ou Corian, en tout cas. Mais qui rajoute, qui vient après des accusations de malversation il y a peu de temps déjà qui avaient fait tanguer un peu Orpea, ce qui fait qu'on retrouve l'action suspendue à des niveaux qui sont quand même presque la moitié de ceux qu'ils avaient atteints au plus haut avant la crise. C'est une action qui était montée de mémoire autour de 129, donc on est aujourd'hui à des niveaux qui sont quand même plus proche de la moitié que ça. Donc c'est assez violent. Ça montre deux choses. Un, que le filtre ESG, c'est bienvenu, est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Et que du coup, il y a beaucoup de sociétés qui ont beaucoup de profits, une très bonne dynamique opérationnelle, qui sont totalement boudées par les investisseurs. Et donc, ce qu'il faut espérer, c'est que ce type d'action, ce type de mouvement de marché, pousse les gens à nettement s'améliorer pour pouvoir être mieux vus des investisseurs. Ça, si ça y arrive, ce sera une belle réussite. Puis le deuxième point aussi, c'est qu'il faut quand même choisir son moment pour avoir des mauvaises nouvelles qui sortent, et probablement que ce n'est pas la meilleure séance de l'histoire. Ils ont rien choisi, mais pour avoir des nouvelles très négatives sur la société. Alors au point, et c'est là que ça devient un petit peu gênant, et je ne parle pas du cas d'Orpea, où il y a un cas
qui est développé très longuement. Il faudra voir qu'il y a d'autres dans l'article, mais un cas sur des milliers ou dizaines de milliers. La représentativité, il va falloir essayer de l'évaluer pour voir si c'est un cas, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ou si c'est quelque chose de très répété. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, je ne veux pas critiquer l'avis sur ces sociétés parce que je ne l'ai pas vu et évidemment, je n'ai pas d'autre raison que de penser que ce qui est écrit doit être légitime. Mais on a vu en revanche beaucoup de sociétés se faire attaquer par des ventes à découvert. On l'a vu par exemple dans l'immobilier allemand avec Adler, on l'a vu plus récemment avec S&T, des sociétés qui annoncent qu'il y a quelque chose de très grave, écrit une note, le titre perd 30, puis la personne qui a vendu à découvert se rachète. Et puis le titre remonte après, et l'investisseur ESG qui a balancé en apprenant qu'il y avait un risque de malversation, un risque mafieux ou que sais-je, se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc il y a à la fois quelque chose de très vertueux dans cette situation, et je parle côté investisseur, pour forcer les sociétés, et puis il y a aussi un attrait de la bombe ESG qui peut faire vendre. Donc c'est quelque chose où il faudra trouver une réponse équilibrée et adéquate. Mais cette réponse équilibrée et adéquate ne doit pas changer le fait que dans chacune de ces sociétés qui ont été attaquées, il y avait quand même des motifs qui semblaient tout à fait légitimes. Et ça peut être que positif pour la société en son ensemble d'aller vers une amélioration tant qu'on trouve des modes de fonctionnement efficaces. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Thibaut Prébet, la financière Arbevel, Stéphane Déo, Ostrom Asset Management et Vincent Chéniaud, Generali Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, comme régulièrement, c'est celui de la finance responsable et des enjeux pour la finance responsable en 2022. Je mets en avant l'idée qu'il y a peut-être une petite crise de la quarantaine pour la finance responsable en ce moment. On va en discuter avec Vincent Aurillac que j'accueille à mes côtés en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président d'Axilia et je suis ravi de vous accueillir pour la première fois ici parce que j'ai très envie d'avoir votre sentiment et votre analyse justement de ce que j'appelle la crise de la quarantaine de la finance responsable. Mais parlez-nous de vous déjà, d'Axilia, avec alors un outil qui est déjà une petite référence quand même sur la place de Paris. En tout cas, on en entend parler. L'outil que vous avez développé, la solution que vous avez développée à destination de vos clients investisseurs, c'est le fameux score carbone, Vincent. Oui. Un mot pour nous parler et nous présenter le score carbone. Est-ce que vous avez voulu apporter justement à l'industrie à travers cette mesure de l'empreinte carbone des sociétés, la manière dont ces sociétés gèrent justement leur coût carbone? Absolument. Déjà, merci de l'invitation, Grégoire. Oui, le score carbone, c'est 2 ans de boulot avec une équipe de jeunes. Je pense que d'ailleurs, s'ils n'étaient pas aussi jeunes, moyenne d'âge 23 ans au bureau. Donc c'est cette génération du climat qui a envie de le défendre. Je ne suis pas certain qu'on ait sorti le même outil si on avait eu des gens plus âgés. 2 ans de boulot. L'idée, c'est on travaille pour nos clients chez Axilia. Alors nos investisseurs, c'est plutôt des associations fondations, mais on aurait fait la même réponse avec d'autres clients. Et l'idée, c'était de dire, ce qui va nous occuper pendant les 30 prochaines années, c'est le climat. Il y aura plein d'autres trucs, mais le climat, ça va être le vent de face continu pendant les 30 prochaines années. Généralement, dans l'ISR, il y a 200 critères. Nous, on a dit, il y en a un qu'on va regarder, sur lequel on va focaliser notre attention, c'est le carbone, le CO2, les émissions de CO2, ce qui crée le changement climatique. Voilà. Donc on a fait un choix, on assume, il y a un biais chez nous, on a un biais CO2, changement climatique, et on s'est dit, c'est quoi l'impact de ce changement climatique? Il va être multiple. Il va être à multifacettes. Il y aura, malheureusement, on en voit déjà les conséquences, il y aura des conséquences physiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les inondations, les sécheresses, les incendies. Bon, ça, c'est compliqué de mesurer tout ça. On n'a pas encore les outils, malgré que la réglementation pousse à le faire. Par contre, il y a des choses dont on sait déjà, il y a des économistes qui travaillent sur le coût, les dommages associés aux émissions de CO2. Des économistes, donc des gens de notre univers. Et ces gens-là nous disent il faut compter autour de 100 € la tonne minimum pour les dommages associés à toute tonne de CO2 émise dans l'atmosphère. Et ça, aujourd'hui, c'est pas dans les comptes des boîtes. On n'en est pas loin sur le marché du CO2. On était à 20 € il y a un an. Oui, on vient de 20 €, je suis d'accord. On vient de 20. Oui, bien sûr. Pendant 15 ans, on était entre 5 et 20. Ça n'intéressait personne. Je sais bien. Nous, quand on a commencé le boulot, d'ailleurs, on était à 20. On s'est dit, mais fixer 100, est-ce que c'est bien raisonnable? On s'aperçoit qu'on entend 100 voire 150, nous disent certains experts de l'Agence internationale de l'énergie ou autre. Il faut avoir en ligne de mire plus de 700 € en 2050. Non mais il y a plein de rapports là-dessus. Donc nous on s'est dit, on a regardé les boîtes, d'ailleurs avec une société qui fait l'actualité terrible aujourd'hui. On s'est dit, les entreprises payent plein de factures.
les salariés, les fournisseurs, les matériaux, l'État, les impôts. Il y a une facture qui n'est pas payée, c'est le carbone. Il est émis par les entreprises, et dans des quantités parfois vertigineuses, mais on n'en paye pas, les entreprises n'en payent pas les conséquences. C'est la collectivité des hommes qui paye. Et donc on s'est dit, avec tous les jeunes autour de moi, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si la nature, qui n'a pas d'entité, qui n'est pas une entité juridique, qui peut effectivement envoyer des factures, mais imaginons qu'elle existe, si cette nature envoyait une facture aux entreprises sur les dommages associés au CO2 qui est émis. Et donc, comme on est des financiers, on ne se refait pas, on s'est dit, une facture, c'est une quantité fois un prix, on a le prix autour de 100 €, on a les quantités, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Ça se mesure. il y a des scopes d'émissions. Bien sûr. Ça se mesure. Oui. C'est même en France une obligation réglementaire et légale de les publier, en tout cas sur les scopes 1 et 2. Donc, on a multiplié l'un par l'autre. Et là, déjà, on rentre dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on transforme en euros ce qui était une espèce de chose de chercheurs, de climatologues qui parlent en gigatonnes. Et on s'est dit, est-ce qu'avec son bénéfice, son résultat d'exploitation, est-ce que l'entreprise peut payer cette facture ? On a fait tourner la moulinette, résultat des courses. On n'y a pas cru au départ, parce que quand on tombe sur des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Une boîte sur deux, on est parti du CAC 40, le plus simple, une société sur deux ne peut pas payer sa facture carbone. Bon. On s'est dit, on a dû se tromper, on va refaire le même calcul sur l'Europe. Même résultat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension systémique. Que vous soyez cimentier en France ou cimentier en Finlande ou en Espagne, vous faites le même produit et la facture carbone au prorata du chiffre d'affaires va être la même. Donc vous êtes dans la même difficulté. Voilà, donc on a abouti à ça. Une facture qui n'est pas payée, une facture qu'on mesure. Et donc une boîte sur deux pas capable de la payer. On a fait une étude en novembre dernier sur les fonds actions proposés aux investisseurs, aux épargnants qu'on retrouve dans l'assurance vie, les fameuses unités de compte. On a trouvé qu'il y avait 72% des fonds, dont les sociétés qui étaient inside à l'intérieur, ne pouvaient pas payer cette facture. Donc il y a un risque très fort que les investisseurs, in fine, à un moment donné, le marché va regarder. Il ne regarde pas aujourd'hui. Il regarde pas aujourd'hui. Quand il va regarder, ça va faire mal. C'est vraiment systémique. Et nous, la décision, encore une fois, on travaille pour nos clients. Il n'y a pas un de nos clients qui est investi sur des fonds ou des sociétés qui n'aient pas un score de positif, soit de A, de B ou de C. Les autres, on ne veut pas prendre le risque. On accompagne nos clients sur 10, 15 ou 20 ans et on ne veut pas prendre ce risque-là. On veut bien en prendre d'autres, mais pas celui-là. Oui. Je voulais bien vous êtes focus client. Parce que les parties prenantes, elles sont nombreuses dans cette histoire de finances responsables. Mais vous, là, ce que vous me décrivez, c'est ce qui correspond aux attentes et aux demandes de vos clients aujourd'hui, Vincent. Oui. Enfin, plus exactement, malheureusement, si les clients étaient extrêmement demandeurs de ESG, d'ISR, ça se saurait. Ce marché aurait décollé depuis longtemps. Comment ça ? Il décolle depuis 4-5 ans, depuis qu'il y a un label ISR, depuis qu'on impose la réglementation. D'accord. Le client, on ne lui a pas demandé son avis, vous direz, c'est cette année. Enfin, en 10 ans, on a quand même franchi pas mal d'étapes. Il n'y a plus un nouveau produit qui sort aujourd'hui qui n'est pas ESG natif ou qui est pas, qui sera pas labellisé naturellement ISR. C'est souvent de l'habillage, Grégoire. C'est des fonds qui existaient avant, qui n'étaient pas ISR, qu'on a mis ISR parce qu'on savait que ça allait être le sens de l'histoire et la réglementation poussée pour. Est-ce que les clients leur ont demandé leur avis ? C'est souvent des conversions. Soit un papier, une fameuse OST à la fin du mois. Votre fonds est transformé en ISR. Le nom qui apparaît à côté, j'y vais, ça ne me coûte rien, machin. Les gens qui font le choix, nous on est dans le monde des associations-fondations. On a très peu d'associations de fondations qui demandent ça, alors qu'elles sont dépositrices. Je ne sais pas si ça se dit, elles sont dépositaires des valeurs, elles s'occupent des enfants, des personnes âgées, de l'environnement. Il n'y a pas une énorme demande. Il y en a quelques-unes qui effectivement font des efforts, mais voilà. Donc la difficulté, c'est ça a été pour nous de réfléchir à quelque chose d'intelligible, de simple, pour des clients qui ne sont pas experts, c'est pas des traders, c'est pas des financiers. Et ce qu'ils nous disaient en tout cas, c'est deux choses. On comprend on est capable d'exprimer des exclusions, pas d'alcool, pas de tabac, pas d'armes, pas d'EHPAD. On pourra en parler si. Oui, on va en dire un mot, effectivement, parce que c'est l'exemple du jour. Gens qui nous disaient l'ESG. Ce fameux truc à 200 critères où ça part dans tous les sens, quand on ouvre le capot, il y a des fils partout, on ne comprend pas. À un moment donné, on décroche. Il y a autant de discours que de sociétés de gestion. Il doit y avoir quand même une vérité dans tout ça. Donc voilà, donc il y avait... les gens se posaient beaucoup de questions et finalement, quand ils ne comprennent pas, on ne fait pas. Donc nous, on est reparti d'une page blanche et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour objectiver tout ça ? Et c'est la fameuse facture carbone. Voilà. C'est ça. Oui, intéressant l'exemple d'Orpea, parce que c'est vrai que je discute avec beaucoup d'investisseurs et en fait je leur demande de venir raconter d'une certaine manière leurs contradictions vis-à-vis ces enjeux de responsabilité
qui pèsent sur la finance aujourd'hui comme sur n'importe quelle activité, sur n'importe quelle industrie. Et quel que soit le sujet que je prends, je vois des contradictions de plus en plus intenses, des dissonances de plus en plus intenses entre des régulateurs, des politiques qui veulent aller toujours plus vite, jusqu'à forcer parfois des rationnels industriels et à les mettre peut-être en situation de rupture, confère l'interview de Carlos Tavares la semaine dernière, le patron de Stellantis, et puis des dissonances de marché. C'est-à-dire, je veux investir dans l'énergie verte demain, mais bon, il y a eu une bulle, derrière ça s'est cassé la figure, et puis aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on fasse le pont, et ce dont on a besoin, c'est du fossile. Donc quand on voit effectivement les performances boursières de Oil and Gas et le rendement de ces sociétés-là, évidemment, en tant que pur financier, on se dit, il faut bien que j'y aille un peu quand même. Je ne peux pas rater ce train-là. Comment vous lisez là ce moment qui est un peu peut-être charnière, j'en sais rien, mais on arrive à ces contradictions et est-ce qu'il y a une manière d'en sortir par le haut? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'il faut une transition plus raisonnable? Comment vous regardez cette question de long terme là pour le coup, Vincent? Ouais, nous, notre clé de lecture, c'est le client. Voilà. On n'est pas là pour vendre spécialement un produit, une réglementation. Effectivement, parfois, ça va trop vite. On a à peine fini quelque chose qu'on est déjà en train de rouvrir un autre front. Donc nous, on travaille pour nos clients. On est payé par nos clients. Donc nos clients nous disent des choses très précises. Donc je reviens au début de la question. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Mais il y a déjà 2 ans, un client nous a dit « Je ne veux pas investir dans les maisons de retraite, dans les opérateurs de maisons de retraite. » Quel est le rationnel, démographiquement parlant? C'est quand même un secteur qui est forcément un secteur d'avenir. Ils ne remettent pas ça en cause, Grégoire. C'est juste une question de cohérence. C'est une association qui s'occupe de personnes âgées. En l'occurrence, c'est les petits frères des pauvres. Cette association envoie des bénévoles chez les personnes âgées, précaires, financièrement, isolées, pour faire que leurs derniers jours soient heureux. Chez eux. C'est ce que veulent 90% des Français. Maintien à domicile, oui. Ils ne veulent pas aller en EHPAD, ils veulent être chez eux. Donc, partant de là, la cohérence dans leur esprit, c'est de dire, si nous, on travaille au quotidien pour maintenir les gens chez eux, ce n'est pas pour encourager l'externalisation de cette retraite à travers des opérateurs d'EHPAD. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème effectivement, de la perte d'autonomie. Est-ce qu'on pourra maintenir tout le monde à domicile? Combien ça coûtera, etc. C'est juste un sujet de cohérence. Après, on peut en trouver d'autres. Bon, voilà. Et ça, c'est souvent un mot qui est oublié, la cohérence. La transparence, la cohérence, il y a des mots simples comme ça qui sont souvent oubliés. Alors donc, quand ils nous ont dit ça, ce client-là, moi je me suis dit, attention, c'est pas une question habituelle, je vais aller voir les gérants. Donc j'ai fait le tour, on est allé voir 4-5 gérants, tous labellisés ISR. Voilà. Et en fait, j'étais assez surpris de voir qu'il n'y avait pas de sujet pour eux. Le business est légal, les notes ESG sont bonnes, les scores de controverse, une invention un peu plus récente qui donne un peu les signaux faibles, les bruits qu'on entend à la télé, à la radio, dans les médias, les procès, les machins. Les notes de controverse ne sont pas mauvaises. Alors que, quand je suis allé les voir, il y avait eu 2 reportages à la télé, quand même, pas piqués des hannetons. Il y avait déjà eu un bouquin du même genre que celui qui est sorti, avec des choses très précises. Voilà. Et on s'est amusé à faire des calculs et on s'est dit, on a très vite vu que sur 2-3 sujets, s'il y avait vraiment à un moment donné ces boîtes devaient payer le juste prix des choses, économiquement, ça saute. Donc ce sont des sociétés qui vivent de la tension des intrants, les personnels, etc., etc. Donc à un moment donné, vous savez que vous avez une probabilité que ce genre de boîte sorte, et ça n'a pas loupé. Ça a tenu 2 ans. 2 ans après, il y a un autre bouquin qui sort, et toutes les conséquences, toutes les causes étaient connues. Donc voilà, c'est les mêmes sujets. J'ai pas lu le bouquin. Non. Mais le marché non plus, il l'a pas lu. Hein. Mais le marché, il n'a pas attendu pour réagir. Je renvoie les gens au bouquin de Jean Arcelin qui a été publié il y a 2 ans. Maman, tu verras, tu seras bien, avec un titre terrible. Il y a des détails dedans qui, malheureusement, ne laissaient pas courir beaucoup de. Voilà. Bon, à suivre, Vincent, hein, on continuera de parler de ces sujets avec vous, hein, mais effectivement, voilà, il n'y a pas de solution facile et évidente. Non, il n'y a pas de solution facile. Et donc, réflexion en cours sur ces sujets de finances responsables pour être au mieux en adéquation, en cohérence avec les attentes de ses clients, pour le coup, quand on est président d'Axilia. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Aurillac qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.